Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les bases de la sécurité en chimie euh, en s'appuyant sur un guide pratique. L'idée, c'est une exploration rapide, mais pertinente des règles et du matériel qu'on croise tout le temps au labo. On nous parle souvent de rigueur dès qu'on passe la porte du labo, mais au-delà des trucs évidents comme porter une blouse, qu'est-ce qui est vraiment subtil et important? C'est une excellente question. Parce que ces règles, c'est pas juste pour faire joli ou pour l'administration, non. Si on les ignore, on risque un accident, bien sûr, mais on met aussi en jeu la fiabilité des résultats. Une manip contaminée ou mal faite par négligence, c'est du temps perdu, des produits gaspillés. En fait, chaque geste a son importance. Prenons l'exemple du guide là. Le nitrate d'argent. Sur l'étiquette, on voit tout de suite les pictos corrosifs et danger pour l'environnement. Ça alerte direct. Exactement. Et ces pictogrammes, il y en a 9 en tout, c'est standardisé. C'est vraiment notre première info, une sorte de langage universel et rapide du danger. Ils nous disent quelles précautions prendre, au minimum. D'accord. Mais ça s'arrête pas là. L'étiquette, elle donne aussi le nom, la concentration, les phrases de risque et de sécurité, les fameuses RS ou HEP maintenant, et puis le numéro CAS. Ah oui, le numéro casse. Voilà, ça c'est l'identifiant unique mondial de la substance. C'est essentiel pour retrouver la fiche de données de sécurité complète, la FDS. Et c'est dans ces fiches qu'on trouve le détail des protections. Les EPI, comme on dit, blouse, lunettes, gants. Tiens, d'ailleurs, pourquoi insister sur la blouse en coton? Le guide le rappelle souvent. Ah, point super important. Le coton, contrairement aux matières synthétiques, il ne va pas fondre et coller à la peau s'il y a une flamme. Il va carboniser. Ah, d'accord. Ça peut sembler un détail, mais ça protège beaucoup mieux contre les brûleurs graves. C'est vraiment cette idée d'anticiper le au cas où qui fait la culture de sécurité. Faut penser aussi aux cheveux longs, attachés, et ne jamais, jamais pipetter à la bouche. C'était une pratique d'avant, mais c'est totalement interdit aujourd'hui, et heureusement. Logique. Et si malgré tout, euh, il y a un contact accidentel, une projection. Alors là, la règle d'or, c'est rinçage immédiat et abondant. À l'eau pendant au moins 15 minutes, que ce soit la peau ou les yeux. Et ça, avant même de chercher à savoir ce que c'était comme produit. Diluer et éliminer vite, c'est ça le plus important. Très clair. Bon, une fois qu'on est bien équipé, conscient des dangers, reste le matériel. Le guide montre la verrerie classique. Bécher, Erlenmeyer, fiole jaugée. Mais comment on choisit? Est-ce que c'est grave si on prend un Bécher au lieu d'un Erlenmeyer, par exemple? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ils sont pas toujours interchangeables. Le bécher, c'est pratique pour des mélanges simples, dissoudre un truc, chauffer des volumes un peu à la louche. Mhm. Mais l'Erlenmeyer, avec son col plus étroit, il limite les risques d'éclaboussure quand on agite et ça réduit aussi l'évaporation. Du coup, c'est mieux pour les titrages ou si on chauffe un peu longtemps. D'accord. Et si on a besoin de mesurer un volume très précisément? Alors là, attention. Ni le bécher, ni l'Erlenmeyer. Même s'ils ont des graduations, ce sont des récipients, pas des instruments de mesure précis. Ah, Classiques qui mènent direct à des résultats faux. Chaque outil a vraiment sa fonction. La balance pour peser, le thermomètre pour la température, la spatule pour prendre un solide. Compris. Dernier point clé abordé, les déchets. La règle semble simple, jamais dans l'évier, jamais à la poubelle. Absolument. Et la raison est double en fait. D'abord la sécurité. Imaginez mélanger des restes d'acide et de base ou des oxydants et des solvants dans les tuyaux ou dans la même poubelle. Ouais, ça peut mal tourner. Exactement. Risque de réactions violentes, de gaz toxiques, d'incendie même. Et puis, évidemment, il y a l'environnement. Les produits chimiques, ça demande des traitements spécifiques pour être éliminés sans danger. c'est pour ça qu'il faut trier dans des bidons différents. Précisément. Solvant halogéné d'un côté, non halogéné de l'autre, acide, base, solution contenant des métaux lourds. Chaque catégorie a sa filière d'élimination propre. Si on mélange tout, le traitement devient beaucoup plus compliqué, plus cher, parfois même impossible. Et l'impact écologique peut être désastreux. La gestion des déchets, c'est vraiment une partie intégrante de l'expérience réussie et responsable. Donc si on essaie de résumer tout ça, la sécurité et même la réussite en chimie, ça passe par une vigilance de tous les instants, comprendre pourquoi on a ces règles, bien lire les étiquettes, pas juste les pictos, choisir le bon matériel pour la bonne tâche et gérer les déchets super rigoureusement. C'est une approche méthodique informée, quoi. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, qui est intéressante, au-delà de ces bases qu'on vient de voir. Comment est-ce que notre perception et notre gestion des risques chimiques évoluent? On découvre sans cesse de nouvelles substances, mais aussi parfois des effets à long terme, un peu insidieux, de produits qu'on pensait bien connaître, voire banals.
Alors comment la culture de sécurité, les réglementations, comment tout ça s'adapte en permanence à ces nouvelles connaissances scientifiques, c'est un défi constant en fait.